10 secondes. Le temps de vider 5 gallons de carburant et de devenir la cible principale. Le lance-flamme M2. 70 livres sur le dos. 2 réservoirs principaux contiennent 5 gallons de carburant épaissi. Un mélange lourd de gazole et d'essence qui glougloute à chaque pas. Comment détruire un ennemi qui refuse de sortir à la surface? En brûlant l'oxygène qu'il respire. Un troisième réservoir, plus petit, contient de l'azote comprimé. Sa pression, près de 2000 livres par pouce carré, est la force mécanique brute qui expulse le gel. L'opérateur appuie sur la gâchette. L'azote est libéré. À la sortie du canon, une étincelle de phosphore blanc enflamme le jet. La projection de feu atteint de 20 à 30 yards. L'autonomie de tir totale ne dépassait pas 10 secondes. Pour l'opérateur de lance-flamme, le taux de perte était de 92%. Son espérance de vie, 4 minutes. Ce bref éclat de feu était la seule clé pour s'emparer d'un obstacle stratégique. Un obstacle qui se dressait sur la route des bombardiers B-29. Les B-29 Super Fortress décollaient des îles Mariannes. Destination, le Japon continental. Leur développement avait coûté 3 milliards de dollars aux États-Unis. Protéger ces appareils était la mission logistique la plus chère de la guerre. L'île ne faisait que 8 miles carrés, un point de cendres volcaniques dans l'océan. Mais elle se trouvait exactement à mi-chemin de leur trajectoire de vol. La prendre, c'était obtenir une base avancée, pour les chasseurs d'escorte, pour les atterrissages d'urgence, pour intensifier les bombardements. Les Japonais, bien sûr, avaient anticipé ce calcul. Des mois avant l'invasion, ils avaient commencé à transformer l'île en forteresse. Dans ces abris fortifiés, la flamme avait une autre fonction. Elle ne brûlait pas seulement les corps, elle modifiait la chimie même de l'air. Le jet de napalm s'engouffre dans une bouche d'aération. À l'intérieur, le feu explose, se dilate, aspirant instantanément tout l'oxygène de l'espace clos. Un vide se crée, une chute de pression brutale dans les oreilles des occupants. Le monoxyde de carbone, un sous-produit de cette combustion parfaite, se propageait plus vite que la flamme. Souvent, il tuait les défenseurs au fond des tunnels bien avant que le feu ne les atteigne. La mort était une question de physique, pas seulement de feu. Le choc thermique était absolu. Le système nerveux ne pouvait pas traiter l'information. La mort par choc neuro-végétatif, foudroyante, instantanée. À l'intérieur du bunker, la température dépassait 1000 degrés Celsius. Pour survivre à cette fournaise, la réponse n'était pas tactique, elle était architecturale. Des mois avant, les ingénieurs japonais avaient déjà déplacé une armée entière sous la roche volcanique. 17 km de tunnels, un réseau souterrain connectant bunkers, postes de commandement et dépôts de munitions, le tout renforcé pour résister au bombardement naval. Pourquoi le pilonnage massif de la marine a-t-il donc échoué? Parce que les défenseurs n'attendaient pas dans des tranchées, ils étaient à l'abri, profondément enfouis sous la pierre. Le 19 février 1945, la première vague de Marines débarque. Pas de plage, mais une cendre volcanique noire, meuble. Les camions de 2,5 tonnes s'y enlisent jusqu'aux essieux. Les bottes des soldats sont aspirées comme par des sables mouvants. Aucune couverture. Pendant 1 heure, aucun coup de feu. Pour purger ces tunnels, il fallait envoyer des hommes. Des hommes dont la silhouette était une cible. Un marine rampe sur le sable noir. Le soleil jette des éclats sur les 2 réservoirs fixés à son dos. Une signature visible à 100 yards. Chaque soldat japonais sur l'île connaissait cette forme. Cible prioritaire. Les snipers impériaux étaient spécifiquement entraînés. Ne pas viser les réservoirs, viser les sangles, viser les jambes, immobiliser l'arme. Dès que l'opérateur était repéré, tout le champ de bataille se retournait contre lui. Pour s'approcher, il avait besoin d'un feu de couverture. Ses camarades marines se découvraient, tiraient en rafale. Ils achetaient une chance. Une fenêtre de quelques secondes pour que l'homme au lance-flamme atteigne sa portée utile. L'arme la plus destructrice de l'île rendait son soldat le plus vulnérable. Après à peine 10 secondes de tir, son arme était vide. Il ne lui restait qu'un pistolet, un Colt 1911 et 30 kilos de métal inutile sur le dos. Les survivants se sont souvenus du bruit des balles ricochant sur l'acier épais des réservoirs. Tenter de couvrir le porteur de lance-flamme était une erreur fatale. Chaque tir de suppression des Marines les guidait plus profondément dans le piège géométrique du général Kuribayashi. Son plan était mathématique, pas de tir au hasard. Chaque mètre carré de plage était préciblé. L'artillerie frappait avec la précision d'un métronome. Un craquement sec. Puis une colonne de fumée noire là où un blindé venait de s'enliser dans le sable volcanique.
Le véritable enfer était architectural. Des centaines de casemates en béton armé, des champs de tir croisés, conçus pour que chaque bunker couvre les angles morts du suivant. Une toile d'araignée mortelle, invisible depuis le ciel, connectée par un réseau de tunnels. Aucun abri, aucun répit. La progression se mesurait en cadavres. Pourquoi les grenades et les charges explosives standards étaient-elles inutiles? Les Marines pensaient avoir neutralisé une position. Ils lançaient une charge, passaient à autre chose. Mais l'architecture en zigzag des galeries souterraines absorbait l'essentiel de l'onde de choc. Les défenseurs japonais, abrités quelques mètres plus loin, revenaient occuper le bunker vidé et attaquaient les Marines dans le dos. Parfois, ils n'attendaient même pas. Ils ramassaient simplement les explosifs américains encore fumants et les renvoyaient à l'expéditeur. Un soldat d'infanterie pouvait rater son lancer de grenade et se replier. Mais l'opérateur du lance-flamme M2 n'avait pas ce luxe. Son échec signifiait la perte de son unique argument face à l'ennemi. À Iwo Jima, les cris d'un marine ont retenti depuis une grotte, pendant 2 jours entiers. Tout a commencé par un son, un clic sec. Le bruit d'un système d'allumage au phosphore blanc qui refuse de fonctionner, un lance-flamme enrayé. C'était la peur ultime, plus grande encore que la mort. L'opérateur devenait une cible facile, une proie. Il perdait son statut de prisonnier de guerre, comme un espion ou un sniper. L'exécution sur place était alors le meilleur scénario possible. Le marine s'était approché de l'entrée. Il avait pressé la gâchette. Rien. 2 soldats japonais se sont jetés sur lui, l'entraînant à l'intérieur de la caverne. Puis les hurlements ont cessé. La cadence des pertes était intenable. Pour stopper le tapis roulant de la mort, la solution n'était plus tactique, elle était industrielle. Comment protéger une bombe humaine? En enfermant 300 gallons de napalm dans le blindage d'un char Sherman. L'armée américaine déploie le M4A3 R3, une variante spéciale. Le canon principal est retiré. À sa place, la buse d'un lance-flamme géant. La capacité de carburant explose. Un fantassin portait quelques gallons. Le char en transporte 300. Surtout, la portée est triplée. Le Sherman avance. Un grincement lourd. Ses chenilles s'enfoncent dans la cendre volcanique abrasive qui recouvre l'île. La tourelle pivote. Un jet liquide sous haute pression jaillit, arrosant un blocos ennemi à une distance impensable pour un soldat à pied. Les bataillons de construction de la Navy, les Seabees, devaient souvent souder ces systèmes directement sur les têtes de pont, sous le feu des mortiers japonais. Ces chars, surnommés Zippo, sont escortés en permanence. Des fantassins et d'autres chars les protègent des menaces rapprochées. Car dès la première flamme, chaque artilleur japonais sait quelle est la cible prioritaire. Mais le blindage lourd avait un ennemi que les balles ne pouvaient atteindre, le sol lui-même. Le lourd M4A3 R3 s'enlisait facilement dans la cendre volcanique meuble. Les chars étaient vulnérables. Alors, même après leur arrivée, le 23 février 1945, les bunkers les plus inaccessibles du mont Suribachi exigeaient un homme. Un homme avec un M2 sur le dos. Ce jour-là, l'avancée américaine est stoppée net. Un réseau de casemates japonaises. Le feu des mitrailleuses fauche les Marines à chaque tentative. Rien ne fonctionne. On envoie un opérateur, seul. 4 Marines lui offrent un feu de couverture. 2 sont tués sur le coup. L'opérateur atteint la première cible. Il trouve une bouche d'aération, y enfonce la buse, et tire. Il passe à la suivante, puis une autre. Entre chaque assaut, il sprinte vers l'arrière, échange les réservoirs vides contre des pleins. À un moment, des soldats japonais chargent à la baïonnette. L'opérateur brise leur élan d'un jet de flamme. L'odeur d'oxygène brûlé se mêle à celle de la cordite. Le combat dure 5 heures. Pour tenir, un seul homme doit changer au moins 6 unités de 32 kg, amenées par des équipes de soutien. Pour ses actions, il reçoit la médaille d'honneur, le seul opérateur de lance-flamme de toute la guerre à obtenir cette distinction. Un survivant, une anomalie statistique. Car la réalité était différente. 335 opérateurs de lance-flamme furent déployés sur Iwo Jima. Le taux de mortalité, plus de 90%. Seuls 18 sont revenus vivants.